Les éditions Versilio et Lisi présentent Tu seras rencontreur d'hommes. Une voie vers l'accomplissement. de Yves Oltramar. Lu par Didier Sandre, sociétaire de la Comédie Française. À Inès et nos enfants. Que votre amour de la vie soit l'amour de votre plus haute espérance, et que votre plus haute espérance soit la pensée la plus haute de votre vie. Friedrich Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra. Le mot rencontreur n'apparaissant dans aucun dictionnaire a créé quelques problèmes de langue française. À la suite d'une lettre de Madame Lydie de La Rochefoucauld adressée à Monsieur Alain Ray, père des dictionnaires Le Robert, lui faisant part de la chose, il lui répondit par une lettre. « Je vous remercie de m'avoir signalé cette anomalie. Notre règle étant de nous guider sur la fréquence d'emploi, et rencontreur n'étant attesté que par de rares exemples, nous ne l'avions pas inclus. Le mot cependant est parfaitement bien formé. Son premier emploi, connu, date de 1660 environ, suivant quelques usages au XIXe siècle. L'un d'eux concerne un mystérieux rencontreur d'oies dans un ouvrage sur la campagne française. L'usage qu'en fait maintenant M. Oltramar redonne, ou plutôt donne à ce dérivé, un véritable intérêt. Tout mot absent des dictionnaires n'est pas pour autant non français lorsqu'il est correctement formé. Surtout lorsqu'il transmet un concept important tel que la rencontre. Préface de Trinh Xuan Tuan. Le chemin d'Yves Oltramar et le mien se sont croisés lors de l'été 2011 grâce à une amie commune, l'artiste peintre Fabienne Verdier. Cette dernière et moi caressions le projet de travailler ensemble sur un livre de dialogue faisant le lien entre l'art, et en particulier la peinture, et la science. Nous cherchions un endroit calme et tranquille, mais aussi beau et inspirant pour échanger nos pensées. Fabienne Verdier en a parlé à Yves Oltramar, qui nous a très gentiment invités à venir passer une semaine dans son chalet de Saint-Moritz, surplombant la superbe vallée de l'Engadine. Dès ma première rencontre avec Yves Oltramar, j'ai tout de suite senti que, sous les apparences de la réussite professionnelle, matérielle, voire mondaine d'un homme de finance, comme il se décrit lui-même, il y avait en lui une constante quête intérieure qui m'intriguait. Il ne cessait de me poser des questions sur les dernières découvertes de l'astrophysique et leurs conséquences sur notre vision de la place de l'homme dans l'univers. Une question le taraudait. L'univers possède-t-il un sens ? Au cours des années qui suivirent, nous n'avons pas cessé d'approfondir ces questions. Quelle est la place de l'homme dans l'univers ? Depuis les temps les plus reculés et à travers toutes les cultures, l'homme a essayé de conjurer son angoisse des espaces infinis en organisant les fragments d'informations sur le monde extérieur en un schéma unifié et cohérent. Il y a quelques dizaines de milliers d'années, l'homme vivait dans un univers magique, peuplé d'esprits. L'esprit soleil éclairait l'esprit terre pendant le jour, laissant la place aux esprits lune et étoiles pendant la nuit. Avec l'accumulation du savoir, l'innocence disparut. Il y a environ 10 000 ans, l'univers magique humain se mua en un univers mythique surhumain sur lequel régnaient les dieux. Les esprits se retirèrent des arbres, des fleurs et des rivières. Tout phénomène naturel, y compris la création de l'univers, était la conséquence des actions de ces dieux, de leurs amours et accouplements, de leurs haines et guerres. Avec l'univers mythique, la religion fit son entrée. La communication avec les dieux ne pouvait plus se faire directement, mais seulement par l'intermédiaire d'individus privilégiés appelés prêtres. Cette association, cosmologie-religion, dura près de 3 millénaires, jusqu'à ce que l'univers scientifique vienne supplanter l'univers mythique. Vers le VIe siècle avant Jésus-Christ survint le miracle grec. En plein milieu de l'univers mythique, une poignée d'hommes extraordinaires eurent l'intuition révolutionnaire que le monde pouvait être disséqué en ses différentes composantes, que celles-ci étaient régies par des lois scientifiques qui pouvaient être appréhendées par la raison humaine. Cet univers scientifique est encore avec nous aujourd'hui. Dans la cosmologie grecque, la Terre occupait le centre du monde. La tentation d'un univers géocentrique était bien compréhensible.
L'ego de l'homme le poussait à croire que l'univers a été créé pour son seul et unique bénéfice, univers dont il occupait la place centrale. Quoi de plus naturel en contemplant les trajectoires d'est en ouest du Soleil pendant le jour et celles des autres objets célestes pendant la nuit, que de penser que la Terre trônait, immobile, au centre de l'univers, et que tout l'univers, incluant le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.